Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo autour d'un auteur particulier. J'ai décidé avec le premier auteur Anne Robillard de faire de temps en temps une vidéo au sujet des livres d'un auteur, dont j'ai lu quand même plusieurs sagas, ou du moins qui a écrit une grande saga, bref, mettre à l'honneur des auteurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Georgia Caldera. Avant toute chose, je tenais à vous remercier encore pour la campagne Ulule. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une campagne pour les 3 normes, donc la maison d'édition dont je suis la fondatrice en ce moment, pour financer le nouvel ouvrage de la maison d'édition qui s'appelle Une couronne d'os et d'épines, et qui est donc de la fantaisie complotiste, fantaisie initiatique, entre l'assassin royal et Cuchel dans les inspirations, et je vous laisse voir ça en barre d'infos si vous êtes intéressés. Merci encore pour votre soutien et le déblocage des paliers, et sur ce on commence tout de suite. Alors, Georgia Caldera, c'est quelqu'un qui est un peu particulier dans mon parcours de lectrice parce que c'est une des seules auteurs que j'ai rencontrées, je crois, 2 fois dans des contextes assez différents. La première en tant que lectrice, c'est-à-dire que j'ai fait la queue pendant des heures pour dédicacer un de ses livres, donc le deuxième livre de steampunk qu'elle a écrit. C'est une des séries que j'aime beaucoup, c'est une série, j'aime taper dessus. En même temps je l'aime bien, j'ai un rapport un peu contradictoire avec cette série mais je l'aime beaucoup, donc on a fait la queue pendant des heures et c'est un moment qui était assez drôle au salon du livre. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant de commencer, parce que il y avait énormément de queues et c'était un endroit où il y avait un présentateur télé assez connu, donc il y avait 3 ou 4 auteurs qui étaient en train de dédicacer, et c'était France 3 il me semble à l'époque qui était en train de filmer les gens dans la queue, et la journaliste s'est adressée à moi puis aux gens autour pour souligner le fait qu'elle était très étonnée qu'il y ait autant de gens pour un auteur inconnu. Et ça m'a fait énormément rire parce que Georgia Caldera, elle a quand même en imaginaire et notamment en romance imaginaire, elle a quand même son public, et ça montre bien en fait que pour être écrivain il n'y a pas besoin d'être connu, et elle avait beaucoup plus de monde que le mec qui présentait à la télé, quoi, un ancien présentateur, et ça m'a fait beaucoup rire et ça m'avait énormément touchée de sa part parce que elle avait dépassé, quand je vous dis qu'il y avait du monde, c'est qu'il y avait vraiment énormément de queues. Le livre a été sorti en avant-première pour les salons, ça arrive souvent pour les auteurs, et il y avait énormément de monde. Elle a dépassé ses 2 heures de dédicace et elle a quand même continué à dédicacer sur un bout de table. Et c'est quelqu'un qui est en plus très physionomique, dans le sens que je l'ai revu quelques années plus tard, et elle savait qu'on s'était déjà vu d'un de mes stages et c'était une super rencontre. J'étais hyper contente de l'avoir rencontrée et j'avais envie de vous la mettre en avant parce qu'en fait je lis extrêmement peu de romance fantasy, je crois que c'est la seule autrice, c'est une autrice française en plus, donc pour moi c'était important, et j'aime bien ces univers parce que au-delà de la romance, qui est pas le côté que je préfère dans ses récits, c'est que j'aime beaucoup son univers. Elle a un univers assez particulier et notamment très imaginatif sur plein de points, et j'avais envie de vous présenter ça par 3 séries majeures, ces 3 séries d'imaginaire, parce qu'elle écrit aussi de la romance contemporaine et on en avait parlé parce qu'elle expliquait que l'imaginaire c'était difficile à vendre et en fait elle était pas obligée, mais qu'elle écrivait d'une certaine manière dans d'autres genres pour pouvoir se financer. Et c'était aussi important pour moi parce que c'est typiquement le genre d'auteur qui a souffert du Covid, dans le sens qu'ils avaient dû sortir une suite de sagas et à cause du Covid ils ont repoussé, sauf que pendant ce temps-là tu touches pas tes droits d'auteur, et voilà, c'était une manière aussi pour la chaîne de la soutenir à mon échelle bien sûr s'il y a des gens qui sont intéressés. Et on commence tout de suite, je pense le faire dans l'ordre où j'ai découvert ces livres, ça serait plus intéressant. Quand on parle de Georgia Caldera, je pense que la série la plus connue, c'est sa première, c'est celle qui a été reconnue à l'époque. Il y a eu le prix Merlin il me semble, et elle n'était pas publiée dans cette maison d'édition, elle était publiée je crois c'est chez le Chat Noir, je corrigerai si c'est pas le cas. Et donc la série Les Larmes Rouges, je les ai dans les éditions J'ai lu, elles sont assez costauds, donc avec le tome 1 Réminiscence, avec le tome 2 Déliquescence et avec le tome 3 Quintessence. Donc c'est des livres qui se situent vraiment dans la veine Twilight, hein. Ça a été publié un peu dans toute cette mode, sauf que cette série, je vais montrer que le tome 1 parce que sinon je vais attraper un mal de bras, mais cette série, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est gothique, dans le sens que vraiment il y a un style gothique que j'ai jamais vraiment retrouvé dans les récits, on va dire, de vampires, à l'exception peut-être de Anne Rice, mais c'est pas de la même façon que c'est fait. C'est une série qui est très bonne, mis à part son personnage principal qui est très agaçant selon moi, elle est chiante. On va pas passer par quel chemin, ce personnage est chiant, mais l'histoire est intéressante et j'aime bien la réflexion autour du vampire qui a été fait, et c'est surtout l'ambiance du livre qui pour moi m'avait beaucoup marqué à l'époque. Donc on suit Cornelia qui a 19 ans et qui est pas très bien dans sa tête, elle a essayé de se suicider, on est sur joie et bonheur au début du roman, et pour éviter qu'elle recommence, son père décide en fait de l'éloigner et de l'emmener à la campagne pour qu'elle prenne le frère
après. Et à la campagne, le père se dit j'aurais peut-être dû y penser à 2 fois, ça s'arrange pas ces cauchemars. Elle fait des terreurs nocturnes assez puissantes, on va dire. Et elle va rencontrer, quand elle va se balader, un homme qui vit dans un château. Peu à peu, vous vous doutez bien qu'il y a une romance, mais qui est cet homme et tout. Vous vous doutez bien, faut pas être un génie pour comprendre ce que c'est, mais c'est une série qui m'avait énormément touchée parce que, déjà ça traitait de sujets pour moi qui étaient un peu hard, on était en dehors de Twilight, hein, on était sur des sujets comme la maladie mentale, le suicide et tout, qui étaient plutôt bien faits à l'époque. Il y a toute cette ambiance gothique dans les descriptions des châteaux, dans les descriptions des personnages, dans les descriptions des vêtements, il y a quelque chose d'assez renaissance gothique qui était assez intéressant et j'en garde un souvenir assez vif là-dessus. J'ai bien aimé le personnage masculin à l'époque parce que c'est un homme, donc c'est un homme qui a un certain âge et qui est prisonnier de son passé d'une certaine manière, et Cornelia va lui rappeler quelque chose en lien, et c'était hyper triste et assez touchant. Il y avait aussi un truc qui m'avait pas mal plu parce que à l'époque, c'est vrai que je lisais beaucoup de romans young adultes où les personnages masculins étaient représentés avec une certaine virilité masculine. Bon, dans les corps, là c'est le cas, mais là il y avait vraiment une accentuation sur les arts qui m'ont beaucoup plu, c'est-à-dire le poète, l'artiste, et ça c'était un truc qui m'avait énormément plu. Mais c'est un roman qui malheureusement souffre de son personnage principal, ça reste de la romance, voilà, donc moi en tant que jeune fille j'avais beaucoup aimé. J'en garde un souvenir assez impérissable quant à l'ambiance, j'ai jamais retrouvé une ambiance aussi cool, et je sais que les 2 derniers tomes c'était assez violent sur certains points. Reprendre des éléments de Twilight d'une certaine manière, mais en les retravaillant de manière beaucoup plus pointilleuse et presque poussée. Les personnages font... La créature qui est dans le récit, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la cacher, mais elle est vraiment bien traitée. Le mythe est bien fait, le mythe est creusé et de façon très Anne Rice. Quand vous avez aimé Anne Rice, je pense que vous pouvez aimer Les Larmes Rouges parce qu'il y a vraiment cette empreinte qui est présente dans le roman, sans être un roman qui est trop olé olé. C'est ce que j'avais beaucoup aimé. C'est pas de la vraie, c'est de la bitlit, mais c'est de la bitlit qui est pas trop poussée sur les scènes explicites, et ça fait du bien parce que voilà, l'écriture est assez simple mais poétique. C'est une série que j'avais beaucoup aimé ado, et si vous avez des ados ou si vous aimez la romance fantasy, n'hésitez pas parce que pour moi c'est un classique français, et donc c'est un livre, je sais que le premier qui avait eu un prix littéraire parce que Georgia Caldera elle a un univers que je n'ai jamais retrouvé chez une autre autrice française. C'est un univers un peu gothique, sombre, romantique. Il y a quelque chose qui n'est pas trop commercial, il y a quelque chose très empreint de cette autrice, de son univers. Déjà Georgia Caldera elle a les cheveux bleus, si vous voulez si vous voulez un peu replacer le personnage, mais on retrouve en fait cet univers un peu étrange avec des guillemets et au sens positif que je suis obligée de vous recommander. Ensuite, il y a une seconde série que j'ai lue parce que comme j'avais beaucoup aimé Les Larmes Rouges quand j'étais ado, je me suis dit je vais un peu continuer ça quand j'étais adulte, avec donc un roman qui est très différent des Larmes Rouges, tant par, je trouve qu'il est beaucoup plus adulte, parce qu'il y a beaucoup de scènes, on va pas se cacher, il y a de la scène cucu, ça arrive, mais c'est un récit que j'aime et dont je me moque en même temps, c'est-à-dire que c'est rempli de clichés de romance, mais je crois que c'est un des seuls récits de romance que j'ai vraiment apprécié parce que les personnages me font rire, les scènes me font rire, et l'univers, je suis conquise par l'univers. C'est un des ouvrages qui m'a poussé à écrire du steampunk pour La Gardienne du Chardon, donc je vous présente Victorian Fantasy, et c'est Victorian Fantasy pour les deux, Dentelle et Nécromancie, et De velours et d'acier. Donc c'est 2 tomes qui sont sortis. Pour l'instant c'était une série qui était prévue en plusieurs tomes. Après avoir parlé avec Georgia Caldera, elle m'a fait part du fait que comme c'est du steampunk, c'est un genre qui fonctionne un petit peu moins et que les éditeurs étaient pas encore trop chauds pour publier la suite, alors que l'univers, moi je l'adore, et c'est un peu dommage, j'attendais vraiment les autres tomes. Chaque tome on va avoir une relation amoureuse, et notamment par le biais d'un personnage masculin. Je doute dans le tome 2 qui avait sûrement un point de vue d'un personnage handicapé, et j'avais vraiment envie de suivre ça, mais pour l'instant il n'y a pas ce livre que j'attends. Donc Victorian Fantasy c'est très différent les 2 tomes, je tiens à vous le dire parce que déjà ça se voit au niveau de la taille, mais c'est un récit, alors ça c'est purement de la romance, hein, je vous le dis, c'est de la romance qui souffre de ces clichés, c'est-à-dire que il y a de la fesse de temps en temps, on va pas se le cacher. Le personnage masculin est viril de ouf, mais il est tellement virilisé
que ça en devient... Et en même temps, il a un petit peu... que même lui, en fait, tu vois qu'il galère en fait dans la vie. Il est viril, mais tu vois qu'il galère avec les femmes, et moi j'ai trouvé ça assez drôle. Et sur ça, ce personnage me fait rire, même si je vois très bien qu'il y a des problèmes de représentation, mais c'est le cas dans beaucoup de livres de romance, hein, donc je passe un peu là-dessus. Mais donc Victorian Fantasy, c'est un récit donc où l'univers pour moi me plaît énormément. On voit que Georgia Caldera, par ce livre, elle a quand même monté une marche en termes de qualité d'univers et d'originalité. Donc c'est du steampunk, c'est-à-dire qu'on se situe dans la cour de Victoria, ici dans ce cas-ci, où on suit donc une jeune fille qui a vécu toute sa vie dans un manoir avec sa famille. Elle a donc les cheveux blancs, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, Andraste. Andraste, donc elle est perçue comme une sorte de sorcière en fait, avec les cheveux blancs, avec certaines facultés. Elle vit cachée jusqu'au jour où on l'envoie à la cour. C'est la reine Victoria qui réclame sa présence parce que elle a des dons particuliers et qu'elle voudrait bien peut-être l'unir à son fils, ça l'arrangerait beaucoup. Et donc Andraste part à la cour, c'est ce qu'elle a toujours rêvé parce que la nana elle est enfermée chez elle depuis des années, elle a jamais rien vu que sa chambre et puis son jardin, donc elle a un peu envie de s'aérer. Et là-bas, elle part avec donc sa domestique, du moins c'est sa sœur ou sa domestique, je ne sais plus, mais genre son chaperon. Elle se couvre les cheveux, en fait elle utilise la magie pour camoufler son physique peu commun, et un jour, donc vraiment le soir de l'arrivée, c'est ça qui m'a fait beaucoup rire dans ce livre, c'est qu'il y a des situations qui sont tellement improbables que c'est comme Bridgerton, j'aime et en même temps je me moque. Alors... elle va, ça me fait rire, rien que d'y penser, mais elle va prendre un bain, du genre elle a fait son petit truc radeau, et elle trouve un homme nu sous la douche qui essaye de se suicider. Donc elle se dit je vais quand même essayer de le sauver, le pauvre petit père, parce qu'il a pas l'air d'être très en forme, et on sait pas trop comment, mais elle finit par se reproduire avec lui sous la douche, et donc elle avait jamais connu ça, donc bref, tout le truc, sauf que le lendemain, quand elle se réveille, et qu'elle va donc suivre des cours, parce qu'elle est quand même, elle doit suivre un enseignement, elle se rend compte que c'est un baron qui notamment est doué en nécromancie et qui donne des cours et surtout qui a un petit problème familial un peu perturbant, voilà. Donc tout est le problème de il faut cacher ça, et lui est tombé raide dingue d'elle, hein, du genre lui il s'est dit c'est la femme de ma vie, sauf qu'elle est en mode je suis pas trop d'accord pour l'instant, voilà, on va pas se précipiter mon gars. Et donc c'est un récit, alors, qui est assez drôle par les... je sais pas si volontaire ou pas, mais c'est assez drôle par les situations, mais je tiens à dire que les personnages... Moi, le personnage de Thaddeus est un personnage qui m'a marqué à vie parce que ce mec a tellement des réactions improbables que ça me fait rire. Andra, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime chez Georgia Caldera. Les larmes rouges, dans mes souvenirs, il y avait quand même un sous-texte sur l'anorexie et la maladie. On a toujours des personnages, notamment féminins, les masculins beaucoup moins, mais féminins, qui sont représentés. Par exemple, dans celui-ci, on a tout un truc sur les femmes qui sont rondes. Dans le tome 2, on traite de la maigreur extrême. Et donc... il y a des beaux messages qui passent là-dedans. Même s'il y a des messages un peu glissants, il y a des beaux messages, et surtout c'est l'univers qui m'a beaucoup plu parce que au-delà de la romance, c'est qu'en fait on a toute une construction de steampunk qui est très intéressante, et dans celui-ci on est plus sur la romance, dans celui-ci l'univers est beaucoup plus creusé, ça se voit par la taille du livre, mais j'étais très surprise, et c'est en fait je l'avais lu un peu en mode ça va être une lecture détente, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'univers, et c'est pour ça que ça me frustre que la suite n'est pas sortie. Ici dans ce tome 2 on suit le prince, qui est présent déjà dans le tome 1, avec une jeune fille des rues, une certaine voleuse. Et c'est vrai que dans ce tome 2, il y a des choses qui m'ont fait rire parce que la vision de la première fois, quand je l'avais lu, ça m'avait fait trop rire parce que c'est improbable. C'est improbable, je peux pas dire ce qui se passe, mais c'est improbable, et c'est drôle parce que c'est une image des hommes très virilisés à un point, tu te dis c'est pas réaliste, mais ici c'est pas du genre comme dans l'Ange du Chaos où c'est presque réducteur. Là c'est assez drôle en fait parce que c'est assez naïf sur ces questions là, mais c'est des choses qui font vendre et c'est des choses qui plaisent aux lectrices de romance en général, donc ce qui est assez logique. Mais dans ce tome 2, l'univers prend un essor de ouf, il y a plein d'explications sur la magie, et ça m'avait vraiment super surprise. Il y a des messages importants, mais je tiens à vous dire que au-delà de la romance, moi c'est vraiment l'univers qui m'a conquis, parce qu'en roman je n'ai jamais trouvé, à part les chroniques de Makela Lane je pense, un univers qui m'a autant capturé. Voilà, autant capturé, donc vraiment de velours et d'acier, c'est un peu mon guilty pleasure comme on peut dire, parce que c'est pas du tout le genre de roman et ça a plein de choses que je dénonce habituellement dans les romans, mais dans celui-ci
étrangement ça passe. Et dans celui-ci, j'attends que la suite quoi, je n'attends que ça. Malheureusement je pense pas que ça arrivera peut-être un jour, mais c'était vraiment une très très bonne lecture pour moi, j'ai un très très bon souvenir, même si c'est limite sur certaines questions, on va pas se le cacher. La dernière série, il y a 3 tomes actuellement qui sont sortis, j'ai toujours pas acheté le 3e tome, ce n'est pas bien. Ça, c'est l'aboutissement, je trouve, de Georgia Caldera en qualité d'univers. C'est-à-dire qu'ici, on est toujours sur de la romance, hein, toujours un peu sur les mêmes clichés. Alors moi, c'est pas du tout le côté romance qui m'intéresse dans le livre, mais l'univers dans celui-ci est ouf et d'une originalité peu habituelle en édition publiée. C'est-à-dire que c'est vraiment très original et c'est ce que j'apprécie parce que vraiment c'est un condensé de plein de choses, de plein d'inspirations qui sont assez extraordinaires. Donc je parle des Brumes de Cendre Lune donc de Georgia Caldera, il y a un 3e tome qui est sorti. Alors c'est un univers qui est assez difficile à vous expliquer parce qu'il est assez barré et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de Georgia Caldera parce qu'elle a toujours une manière de faire des univers et là on le voit dans l'évolution de ses romans qui sont vraiment très intéressants. Donc en fait on suit 2 points de vue alternatifs. Dans le roman, on suit donc le point de vue des dieux. À Cendrelune, en fait, t'as la ville de Cendrelune et il y a des dieux qui veillent. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce roman, c'est que c'est un mélange de fantaisie, mais il y a beaucoup presque de SF. Il y a des bras qui ont été arrachés qui sont comme un peu steampunk, mais avec des bras en acier. D'une certaine manière, c'est des espèces d'androïdes, même s'ils sont humains, ils ont des morceaux de métal tout dans le corps. Donc, on suit ce pays qui est donc assujetti à la volonté des dieux, c'est-à-dire que le dieu suprême de ce panthéon, qui est inspiré de plein de panthéons qui existent, arrive à lire dans les pensées des humains et dès que les humains pensent à avoir une rébellion, il envoie son ombre les exécuter. Voilà. C'est un peu le pitch et donc on va suivre le point de vue déjà de son ombre. Et ensuite on suit le second point de vue, donc un point de vue féminin de Séziph. Alors Séziph elle a une vie extrêmement difficile, c'est-à-dire que ses parents ont été assassinés et son frère aussi quand elle était jeune parce qu'ils ont pensé à la rébellion. Séziph elle a perdu un de ses bras, dont elle a donc dû bénéficier d'un bras mécanique, sauf que dans ce monde en fait les gens qui sont rafistolés sont vus comme des parias, des sous-êtres. Voilà, il y a toute une question là-dessus. Et Séziph ne vit que pour se venger, notamment des dieux. Elle décide en fait, elle souhaite se venger des dieux, sachant qu'elle a un don particulier. Dans le pitch, vous voyez déjà qu'il y a un petit problème, voilà, donc qui est résolu dans le roman. C'est un livre qui a un univers très très original. Alors moi, tout le côté romance, je suis pas hyper fan. Vraiment, je crois que dans tous les livres de romance de Georgia Caldera, c'est le couple que j'aime le moins. Je sais pas, les personnages, le personnage de Séziph prend plus de consistance dans le tome 2 et j'aime beaucoup le personnage de l'ombre. Voilà, c'est un peu notre bad boy national mais torturé et voilà, c'est un cliché littéraire mais je trouve qu'il est plutôt bien fait. L'univers est d'une originalité, c'est-à-dire que le Panthéon des dieux va prendre un peu de partout, on a des références à la littérature française, on a des surprises et c'est vraiment même l'univers descriptif. C'est-à-dire que ce mélange de panthéon, donc on vit dans ce panthéon qui est très glorifié, avec des murs blancs magnifiques, bref, tout ce côté très luxueux, et ce moment avec la ville qui a une espèce de mélange steampunk et SF fantasy, qui est assez surprenant et qui tient la route. Bref, moi ce qui me frustre un peu c'est de pas avoir plus d'univers dans le récit, mais déjà le tome 2 je le trouve beaucoup plus poussé et complotiste, c'est pour ça que j'attendais le tome 3 avec envie, parce que y a plein de choses qui se passent, notamment à la fin du tome 2 on a une grosse révélation de ouf. Ça traite de questions universelle, comme la liberté, le droit de vie ou de mort sur les personnes, surtout la résistance, la manière d'aussi religieuse, hein, il y a toute une question là-dessus, mais je suis assez surprise aussi par, d'une certaine manière, la violence du récit, parce que vraiment les personnages font des actes qui sont hyper répréhensibles au niveau de la morale, et c'est quelque chose qui n'est pas habituel, du genre il faut s'attacher à un personnage qui est un tueur de masse, hein, il faut le faire quand même, donc c'est assez perturbant. Ce livre me perturbe parce que j'apprécie l'univers, je suis beaucoup moins chaude pour le couple. Ce qui est assez intéressant quand tu lis des séries, c'est que tu vois un peu les thèmes qui reviennent, mais la musique et les arts, c'est quelque chose qui est toujours présent chez Georgia Caldera, mais ça revient aussi. J'aime beaucoup les couvertures, je trouve qu'elles sont belles. C'est un univers, pour le coup, si vous cherchez des univers de romance très originaux, voilà, au niveau de l'univers, hein, pas au niveau de la romance, c'est le cas de le trouver. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir un peu comment ça va se décanter et tout. Mais je vous recommande aussi. Si vous aimez la romance et la fantasy, que vous n'avez jamais lu Georgia Caldera,
Je trouve que c'est assez cool. Si vous avez des ados aussi que ça intéresse, Les Larmes Rouges, même si c'est un peu violent, moi je l'ai lu ado, je trouve que c'est assez intéressant. Le plus olé olé, ça reste Victorian Fantasy. Les deux autres sont quand même s'il y a quelques scènes explicites, ça reste quand même assez doux sur le reste. Mais j'avais envie de vous parler de Georgia, une autrice française qui pour moi est quand même influente dans son genre, que la fantasy romantique au sens romance c'est quelque chose que je vous présente peu. C'est une autrice dont j'aime les univers, dont j'aime la plume, dont j'aime aussi la personne que j'ai rencontrée, genre le personnage d'auteur est hyper sympathique et vraiment j'ai bien croché avec l'autrice, donc c'était pour ça aussi que j'avais envie de la mettre en avant. Et c'est des récits qui pour le coup sont une originalité par l'ambiance qui est toujours assez hallucinante entre le gothique, entre le steampunk hyper dans la magie et Georgia Caldera, elle est toujours surprenante sur ses univers et c'est ce que j'aime beaucoup parce que moi dans les livres, les deux choses importantes c'est les univers et les personnages. Georgia Caldera, il y a des fois où les personnages je les aime bien mais son point fort vraiment pour moi c'est les univers. Les personnages ça reste de la romance, c'est des choses un peu plus classiques. Donc c'en est tout pour cette chronique. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu du Georgia Caldera, si vous avez apprécié ou pas. Si pour vous aussi vous avez des auteurs de fantasy romance qui vous ont marqué ou que vous trouvez qu'ils ont des univers assez intéressants. Et voilà, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous aurez peut-être appris un petit peu de choses sur cette autrice. Et j'essaierai de faire voilà, de temps en temps des vidéos sur des auteurs ou des autrices que j'avais envie de mettre en avant. C'était important aussi pour moi de mettre en avant quelqu'un dont j'estime beaucoup le travail et qui a apporté je trouve à l'édition française à sa manière une fraîcheur voilà assez importante. Sur ce je vous remercie encore pour la campagne Ulule, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.